pour cet atelier de l'après-midi des rencontres nationales de l'habitat participatif. Donc avec un atelier dédié à la question bâtiment participatif, bâtiment d'avenir, une question volontairement un peu provocatrice pour parler de la réalisation immobilière de ces projets. Quels sont ces bâtiments qui sont produits par ces projets de ce type d'habitat. Avec nous, des intervenants qui sont soit des gens de projet, des maîtres d'ouvrage, des promoteurs bailleurs, des assistants maîtres d'ouvrage, un architecte et 3 élus, 2 ici déjà présents et un 3e qui sera avec nous en visio. Cet atelier est filmé et donc retransmis en direct sur le site. Voilà. Vous êtes invités à respecter les gestes barrières habituels des règles sanitaires, notamment de laisser un siège vide entre chacun d'entre vous, chaque groupe de personnes. Voilà. Les orateurs ont la chance de ne plus avoir de masque. Par contre, je vous invite à le garder. Voilà. À 2 moments, nous donnerons la parole à la salle pour des questions. À peu près au milieu de la table ronde et ensuite à la fin. Et cette rencontre a été préparée donc, par Habitat Participatif France et AppFab sur le thème de l'immobilier, des bâtiments. Et plusieurs bâtiments d'habitat participatif ont été primés à différents endroits ces dernières années, non pas pour leur démarche, je dirais, sociale ou participative, mais avant tout pour leur qualité immobilière, leur qualité de réalisation. Que ça soit un immeuble qui a été présenté à la Biennale de Venise il y a 3 ans, plusieurs immeubles qui ont été primés dans la démarche BDO, bâtiment durable Occitanie, dont Stéphane Singer va vous dire un mot, un immeuble qui a été primé à l'appel à projet, le OFF du développement durable cette année. Voilà, donc c'était pour s'intéresser à ces immeubles, et puis d'autres qui ont eu d'autres remarques ou qui ont été remarquées plus au niveau régional et qui présentent souvent des qualités, je dirais, pour le moins intéressantes. Pour commencer, je donne la parole à Stéphane Singer, donc directeur général d'AppFab à Montpellier, et également administrateur d'Habitat Participatif France. Et avec une première question. Donc, plusieurs immeubles ont été primés, notamment la démarche bâtiment durable en Occitanie. 9 projets, une exposition les présente en bas. Est-ce que vous pouvez présenter, tu peux présenter les raisons de ce succès? Bien, merci pour cette question, mais avant d'y répondre... L'architecture est pour nous un point assez crucial quand même quand on parle de devenir. Au début, il y a plein d'ateliers qui ont lieu pendant ces 3 jours autour de vivre ensemble, la solidarité intergénérationnelle, etc. La matière molle, si on peut dire, de la démarche. Mais il s'agit bien de construire derrière ou de réhabiliter éventuellement des biens, en tout cas de concrétiser toutes ces valeurs sous forme matérielle. Et l'architecture, selon notre expérience et à mon goût aussi, a un rôle crucial à jouer parce que les habitants changent, l'architecture reste. Comment nous approchons cette question avec les groupes qui sont donc parfois à l'origine du projet, soit ils se constituent au cours d'un processus d'incubation, c'est qu'on démarre avec la programmation, c'est-à-dire, bien sûr, on discute beaucoup sur les usages, comment je veux rencontrer mon voisin, quelle est les limites entre mon logement et la sphère collective, les espaces partagés, etc., la circulation. Et dans ce programme, on aborde aussi, bien sûr, la question de la qualité environnementale, puisqu'on a des choix à faire et l'habitat participatif veut clairement dire, vous, habitants, vous avez des choix à faire. Donc, et pour faire des choix à la fois éclairés et raisonnables,
Il ne suffit pas juste d'imaginer des choses, il faut aussi regarder le concret et le process dans lequel ce résultat concret va se réaliser. Dès la programmation, donc, pour partir sur la question de la qualité environnementale, nous utilisons une grille d'analyse qui s'appelle Bâtiment durable Occitanie, qui est basée sur une démarche en PACA, environ bâtiment durable méditerranéen. Et en Occitanie, c'est un peu plus large parce qu'il y a aussi des zones climatiques très variées, hein, entre les montagnes, la mer, l'intérieur de terre. Et c'est une grille d'évaluation avec bien 180 questions au moins, mais qui touche autant des questions des matériaux, bien sûr, de la consommation énergétique, mais aussi la cycle de vie des matériaux et des bâtiments. Qu'est-ce qui se passe au moment de leur déconstruction? Ça parle de confort, y comprend bien sûr pour nous dans le Midi le confort d'été, hein, point très crucial parce qu'aujourd'hui on ne fait plus de la clim active, on doit créer des bâtiments qui sont capables, même en phase de canicule, de baisser la température par une ventilation nocturne, traversante, etc. Ça va jusqu'à la gestion de projet. Ça touche même le confort olfactif, hein, il faut que ça sente bon. Donc, dès la programmation, on expose aux habitants tous ces critères qui composent finalement la dimension qualité environnementale, qui est donc à la fois matérielle, mais aussi sociale et organisationnelle. Et généralement, comme ils sont très enthousiastes, on vise le niveau le plus haut, hein, donc il y a derrière une évaluation par une commission qui est voit une présentation du projet et attribue des points. Donc il y a des points obligatoires pour atteindre les niveaux or, comme l'étanchéité à l'air, comme la consommation énergétique, mais après il y a aussi des points bonus, par exemple la cohérence générale du projet, le point d'innovation. Avant de présenter les différents bâtiments qui ont été donc reçus par cette commission, non, je vais les faire un peu plus tard. Si, déjà, vous voyez dans le coin en bas une petite note référentielle habitat participatif, parce que ça c'est... qu'est-ce que c'est? Nous avons, avec Habitat Participatif France et le réseau des acteurs professionnels, dont je fais partie, créé un référentiel. Après 2 ans de discussion sémantique sur le mot, qui pèse lourd, évidemment, dans un référentiel, nous nous sommes mis d'accord sur une grille avec 15 critères qui permettent à mesurer en fait l'intensité de l'innovation. Par exemple, pour l'architecture, c'est qui a rédigé le programme, qui a choisi la maîtrise d'œuvre, quelle est la place des habitants dans des choix au moment du processus de la conception, voire jusqu'à la construction. Hein. Mais ce référentiel, il y a un atelier demain après-midi, si ça intéresse certains, a donné lieu à la signature d'une convention entre BDO, qui est quand même davantage orienté aspect technique, même s'il y a un peu d'organisationnel, et la partie très sociale aussi, d'innovation sociale, de l'habitat participatif. Et si vous avez une bonne évaluation de cette référentiel habitat participatif, ça vous donne droit à quelques points de bonus dans l'évaluation des BDO. Donc c'est un contexte un peu, on a un petit microcosme intéressant en Occitanie qui fonctionne bien. Le résultat, c'est quoi? Voilà, donc ça c'est un des premiers projets qui tombe dans cette process, à la fois avec les référentiels et BDO de Envirobat. C'est donc le projet Mascobado qui est référencé même au niveau national comme une architecture assez exemplaire, sur un emplacement aussi de choix à Montpellier, une réalisation en co-conception entre un groupe d'habitants et un bailleur social, qui, en l'occurrence, c'est Promologie, qui fait partie aujourd'hui d'Action Logement. Il est habité depuis 5 ans.
donne satisfaction à 100%, personne n'est parti. Et ça se passe même en phase de canicule. Alors, un autre projet. Voilà. Ça, c'est un autre projet presque déjà ancestral, parce qu'habité depuis 4 ans. Dont l'architecte est là, je crois. L'architecte est là, à Bricop. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore les référentiels. Je pense que vous êtes passé... Non, BDO, ça n'existait pas non plus encore, parce que c'était encore Midi-Pyrénées. Donc, c'est une... Voilà, après, Languedoc-Roussillon a pu transférer pas mal de bonnes idées vers Midi-Pyrénées, qui était un peu en retard sur ça. Maintenant, nous sommes tous dans la grande Occitanie, réunis, comme une belle famille. Mais ils avaient quand même une subvention aussi de la région Midi-Pyrénées pour la qualité environnementale. Donc, c'est le même mode de conception aussi. Vous voyez déjà là, tous ces bâtiments, finalement, finissent avec des coursives. Pourquoi? Parce que c'est aussi des espaces de vie. C'est aussi une possibilité de faire des logements traversants et donc facile, beaucoup plus facile à gérer en cas de canicule que des logements avec orientation unique. Et des façades, évidemment. Il y a aussi cette question esthétique. Hein. Je veux dire, un bâtiment est un signe de politesse à la rue. Et on compare ça avec ce que les promoteurs bailleurs sociaux généralement produisent aujourd'hui. On voit là aussi un geste quand même bien plus agréable que de ce qu'on est habitué à faire, surtout dans les nouveaux quartiers. Un autre projet. Un autre projet. Donc ça, c'est justement le fameux lauréat de l'offre du développement durable, dont vous avez un maître d'ouvrage, représentant de maître d'ouvrage ici présent, donc Jérôme. Et donc, une des rares réhabilitations, il faut le dire, hein, c'est encore émergent. Ce n'est pas toujours facile de trouver les bâtiments aussi qui va avec. Mais ils ont aussi donc le niveau bâtiment d'or. OK. Et donc, ça, ce sont de nouveaux projets à venir. Donc, et là, je suis quand même très content de ce... Le maire de Coufouleux nous entend. Il nous entend déjà. Bonjour, monsieur Damez. Puisque c'est l'un des très rares projets en France qui représente une alternative au lotissement. C'est dans une petite ville à mi-chemin entre Albi et Toulouse, avec le privilège d'avoir une gare très proche de ce site, mais c'est 30 logements sur 2 hectares, où un lotisseur aurait probablement fait 12 logements au lieu de 30, voire 35, parce qu'il y a aussi des parcelles individuelles à construire. Donc c'est aussi écologique par une densité augmentée, par des espaces qui permettent de vivre la biodiversité et un grand potager avec des matériaux biosourcés. Et j'espère que ce projet-là va faire école pour aussi travailler dans des questions d'aménagement de territoire. Et un dernier, je pense. Non, c'est bon. C'est le bon. Bon, Merci Stéphane. Quand même, un dernier mot. Tout le projet qui ont reçu la médaille d'or des bâtiments durables Occitanie en logement, ce sont des projets d'habitat participatif. Il n'y en a pas un promoteur ou bailleur social qui a pu ou qui a voulu atteindre ces niveaux-là. Ça veut dire qu'on peut réellement compter sur des habitants quand il s'agit aussi de l'innovation technique, esthétique, architecturale. Et je pense que ça aussi est un argument clair pour la politique publique, pour qu'elle favorise clairement qu'il y ait flèche de terrain dans ce sens-là. Il y a une créativité, et ça rebondit ce matin, ce qu'a dit la sociologue, le bien commun n'est pas qu'extractive, c'est aussi génératrice de nouvelles perspectives très intéressantes. Eh ben, merci bien. Ces projets sont consultables sur une exposition juste au rez-de-chaussée, au cœur de l'ancienne prison. Et je vous propose de passer le micro à Claire Macquart. Voilà. Pourquoi il n'y avait pas Clémencité? Ah non, c'est parce que ça vient maintenant. Eh ben, les pics. Voilà. Tu m'avais oublié. Voilà. Ouais, j'imagine, j'espère. Claire Macquart, donc, qui est maître d'ouvrage chez le promoteur bailleur Iridia, donc à Montpellier. Et vous nous parlez de ce projet Le Picole et Calme. Et une question, comment la démarche participative impacte
vos études et votre manière de concevoir, de conduire la maîtrise d'ouvrage d'un immeuble d'habitat, et notamment sur ces questions d'objectifs environnementaux. Donc Erilia, on n'est pas promoteur bailleur, on est juste bailleur. Je pense que c'est important. Donc on gère nos bâtiments et on est une compétence nationale. Qu'est-ce qui, donc votre question, c'est comment ça a influé l'habitat participatif sur la conception? Alors c'est pas du tout la même chose puisque le groupe, donc le PIC École et Calme, était là avant même que moi j'arrive dans le projet, qu'Erilia arrive dans le projet. En gros, Stéphane, tu me coupes si je me trompe, mais en 2016, l'association Le PIC École et Calme a été créée et ils ont cherché un porteur de projet. Et moi, je suis arrivée, Erilia est arrivée en 2019 avec déjà tout un process de sélection de maîtrise d'œuvre et un AMO et un terrain pré-ciblé, on va dire. Et donc, après, on a lancé toute la phase de conception. Donc, le programme a été construit avec les usagers. Donc ça change tout par rapport à un projet classique que je vais construire en tant que bailleur social. Et toute la démarche de conception est faite en co-construction. Donc on a signé une convention de partenariat entre l'association et Erilia. Et ils valident les phases de conception comme moi. Donc c'est pas la même temporalité, puisque quand moi je suis toute seule face à la maîtrise d'œuvre, ça passe, voilà, j'étudie, puis je dis oui ou non. Quand on a un groupe, donc là c'est 19 logements, quand on a un groupe, ça prend plus de temps, et donc il faut prendre en compte cette temporalité dans les phases de conception. Ils étaient organisés de manière avec des votes, des plénières, etc. Donc voilà, il faut prendre en compte ce sujet, ça prend du temps, mais ça permet de voir beaucoup plus de sujets dès les phases esquisses et APS, APD, etc. Le risque, c'est on n'est pas là pour faire du logement spécifique à chaque famille, et c'est le risque, et c'est un peu mon rôle de maître d'ouvrage, un peu de cadrer. On n'est pas là pour chacun ne va pas choisir sa poignée de porte ou son robinet. C'est le risque de confusion entre l'habitat sur mesure et l'habitat participatif. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut gérer les frustrations et les déceptions. Et voilà, les gens sont très impliqués. Vous imaginez, depuis 2016. Et là, c'est un concours de circonstances, mais ce matin, on a lancé l'appel d'offres pour les marchés de travaux. Donc voilà, on arrive sur la phase concrète. Et c'est vrai que voilà, c'est toujours le juste milieu entre une conception collaborative et en même temps, voilà, il ne faut pas non plus... et pareil pour la sollicitation du maître d'œuvre, il ne peut pas faire du logement individuel, il est là pour faire du logement collectif. Comment un projet de cette nature modifie les pratiques internes d'un grand bailleur social comme le vôtre? Alors, donc là, comme vous voyez, c'est 19 logements, donc c'est 17 PSLA et 2 accessions abordables. Alors, on n'en est pas à modifier nos process internes, hein, c'est notre premier projet, donc on va attendre un petit peu. Et comme je vous le disais, on vient de lancer la phase appel d'offres entreprises. Donc fin septembre, en tout cas moi je respirerai un peu mieux quand j'aurai reçu toutes les offres des entreprises, parce que c'est un peu la phase cruciale, hein, on peut rêver, alors on a une maîtrise d'œuvre compétente qui nous accompagne, mais tant qu'on n'a pas le retour et qu'on n'a pas négocié avec les entreprises, tout ça c'est que du papier. Donc, surtout qu'on a un projet, donc je ne l'ai pas trop décrit, comme tu ne l'as pas décrit, je vais le faire un petit peu. Donc, on est sur une construction, alors vite fait, une dalle champignon, donc construction béton, noyau béton et façade rapportée bois. On est tout en biosourcé, on utilise des isolants biosourcés. Les façades bois, on pourrait atteindre, on n'a pas cherché à atteindre le label biosourcé de Certivia, mais j'ai demandé à la maîtrise d'œuvre de regarder. On atteint le niveau 3, donc c'est 39 kg par mètre carré, donc c'est quand même le niveau le plus élevé. On est BDO niveau or aussi. Au niveau énergétique, on est E3, C2. Clairement, pour Erilia, c'était jamais arrivé. C'est le seul projet qu'on a aussi performant et on n'aurait jamais fait, ça rejoint un peu ce que tu dis, Erilia ne se serait jamais engagé sur une performance telle si le groupe n'avait pas porté ces sujets-là. On a c'est à peu près 1290 mètres carrés et il y a 110 mètres carrés d'espace partagé. Donc il y a 2 chambres d'amis, une laverie, une grande salle polyvalente, un atelier, un grand local vélo. Donc les espaces partagés, c'est une différence par rapport à du logement classique. Donc les cellules sont vraiment adaptées à la famille et par contre il y a des chambres d'amis pour accueillir. La terre crue, oui, forcément, pardon. On utilise la terre d'excavation du site pour réaliser des cloisons en terre crue. Voilà, donc en fait, c'est juste
on a voulu faire tout ce qui était possible en C'est innovation. une première aussi pour Erilia. C'est une première, je pense, pour n'importe quel promoteur ou bailleur. En tout cas, pour un bailleur, je suis sûre que c'est complètement exceptionnel. Et pour Erilia, clairement, je suis vue comme un ovni dans mes homologues chez Erilia, mais ça, c'est pas grave. C'est pour ça que j'attends la phase concrète des offres. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas à changer les... Mais c'est sûr que ça bouscule. Sur du PSLA, il n'y a pas de phase de commercialisation, puisqu'on a 19 foyers. Et aujourd'hui, on a déjà les 18 foyers. Il n'y en a qu'un. Et on a commencé en 2019, il y en avait déjà 14. Donc, vous voyez, donc il n'y a pas de commercialisation. Il y a une chose qui est importante, c'est que dès le départ, ma direction a validé, ma direction financière et générale a validé qu'on ne ferait pas de marge sur ce projet. Donc, prix de revient égale prix de vente. On travaille vraiment à budget ouvert avec le groupe. Et ça, c'est possible une fois. C'est pas possible. Ça ne peut pas rentrer dans les principes même d'un bailleur. Donc, il faudra trouver à terme... Aujourd'hui, on s'en sert comme un peu un laboratoire. Mais demain, il faudra trouver une autre manière. On ne peut pas faire de la marge comme classiquement parce que ça prend beaucoup plus de temps. Parce qu'on est à peu près ici, pour avoir des ordres de grandeur sur des coûts, on est en coût de construction, on est à peu près à 1 840 € le mètre carré, en surface habitable, hors taxe. Et en prix de vente, sur le PSLR, on arrive à 2 970. Et sur l'accession, 3 300 à peu près. Donc, il faut se dire que c'est, comme je vous disais, prix de vente égale prix de revient. Donc, ce n'est pas non plus des prix complètement, j'allais dire déconnants. Mais voilà, on reste sur des choses assez... c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Et je pense que c'est ça qui est, d'un point de vue environnemental et d'un point de vue habitat participatif, Erilia souhaite s'en saisir pour reproduire et puis se dire que c'est faisable. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours peur. On préfère faire des choses classiques. Mais faire autrement, ça se fait. Bon, merci pour un bailleur qui nous dit c'est faisable. Voilà. Je propose de passer la parole à Philippe Gonçalves, donc, qui est architecte. On reste en Occitanie, architecte à Toulouse. Et vous avez réalisé plusieurs projets qui ont suivi la démarche donc BDO, Bâtiment Durable Occitanie. Quel intérêt vous voyez, pour vous, concepteurs, à cette démarche ? Alors effectivement, on a eu la chance d'intervenir sur pas mal des projets et surtout des types de bâtiments très différents, de logements à des lieux de travail, des industries, etc. Donc ça nous a permis effectivement d'avoir un vrai retour d'expérience sur ça. Stéphane l'a déjà bien précisé au début, mais c'est effectivement un superbe outil pour cadrer la démarche de co-conception. C'est-à-dire que ça amène un outil sur lequel on peut se référer et dans lequel on va faire émerger des questionnements qui ne viendraient pas forcément si on n'avait pas cet outil-là. Et dans 99,9% des cas, ce travail d'intelligence collective est systématiquement porteur d'enrichissement du projet. Et donc c'est plus étonnant qu'effectivement ce sont ces projets-là qui aujourd'hui atteignent des résultats les plus probants en termes d'approche environnementale et sociale. Parce que dès lors qu'en fait, effectivement, on brasse ces idées-là et qu'on questionne, on explique, on partage, les projets s'en voient monter en qualité de manière générale sur tous les sujets. Et ça, on ne l'a pas vérifié que sur le logement, on l'a aussi sur les autres bâtiments auxquels on intervient de manière participative. Et cette démarche participative, est-ce qu'elle modifie aussi votre travail de conception ? Vous qui êtes à l'origine de la conception de ces immeubles. Elles ont plus que modifié, elles ont bouleversé le fonctionnement. Elles ont à la fois bouleversé, en tout cas c'est très personnel ce que je veux dire, c'est qu'elles ont surtout redonné du sens à ce qu'on fait. À tel point que, comme nombreux de mes confrères et consoeurs, on a un métier qui traverse pas mal de crises de bâtiments, et celle de nous de 2009 à 2013 là, a été plus que prégnante, puisqu'on était à 2 doigts d'arrêter notre activité. Et on est reparti à partir de 2013 avec cette conviction-là, c'est-à-dire qu'on ne faisait plus de projet si on n'était pas dans cette philosophie-là, donc à savoir l'échange effectivement avec l'usager,
avec cette co-conception, avec les engagements environnementaux, avec toute cette dynamique autour de la qualité du projet. Et aujourd'hui, on va dire que ça a plutôt porté ses fruits, puisqu'on a triplé de capacité, et on est aujourd'hui sur des sujets très divers et très impactants sur ces questions-là, et un peu partout sur le territoire. Et un des éléments fondamentaux que j'ai encore souvent quand j'échange avec mes confrères là-dessus, c'est que ce travail-là d'échange de main à main avec les utilisateurs, il nous a enlevé un poids énorme et un stress énorme du stress que l'on a à la livraison de nos projets. En se disant, mais est-ce que ce que j'ai construit correspond réellement à ce que les gens attendent, parce qu'on était dans un schéma de construction où divers intervenants entre le futur usager et le projet ont amené des éléments. Et ça, nous, on ne l'a plus du tout. Donc ça permet effectivement d'arriver beaucoup plus sereinement dans l'accompagnement post-projet. Donc ça, on va dire, c'est plutôt le rapport très personnel que l'on entretient. Après, on voit énormément l'appétence de ce type de fonctionnement autour de nos clients. Et on voit qu'on peut le décliner à tout type de projet, tout type d'activité. Et ainsi, du coup, participer à passer d'un projet, je prends l'exemple par exemple de projet plutôt industriel, d'outils de travail, qui peut être la plupart du temps un objectif unipersonnel du responsable ou du dirigeant de cette société. Et le fait de basculer sur un mode de co-conception va permettre deux choses. De tendre vers, comme l'habitat, on l'a dit tout à l'heure, de tendre vers un outil encore plus performant, parce qu'on va vraiment creuser au fin fond de ces usages sur ces objectifs. Et en plus de ça, on va y incorporer le reste de l'entreprise. Et donc on transforme ce projet-là en projet d'entreprise, non plus en projet unipersonnel. Et là aussi, quelques usines que l'on a déjà construites sur ce mode-là nous font des retours d'usage, de diminution importante d'absentéisme, etc., qui est hyper fort. Parce que les gens ont participé à définir leur cadre de vie, donc qu'il soit effectivement habitat ou travail, et qu'on passe plus de temps au travail qu'à la maison. C'est vraiment des éléments très très importants. Eh ben, merci bien pour ce témoignage. On continue notre tour et on arrive dans le Rhône. Ça, donc à Jean-François Gabriel, responsable donc à Rhône-Saône Habitat. Bonjour. Voilà. Vous êtes un bailleur qui a réalisé. Nous sommes une coopérative HLM, la salle HLM. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Voilà. Et nous avons fait l'immeuble qui s'appelle le Village Vertical, qui est une coopérative d'habitement et qui regroupe. En fait, l'immeuble complet regroupe 38 logements et la coopérative d'habitants regroupe 10 logements. Donc on a fait 3 cages, il y a 2 cages d'escalier, une cage d'escalier qui sert de part et d'autre nos logements qu'on a vendus en accession sociale et en PSLA, et l'autre côté qui dessert le village vertical. Alors, cet immeuble, il est livré depuis plusieurs années. Alors, on a quel commencé... bilan vous en tirez avec un peu de recul? D'abord, c'est un très bel immeuble. Bravo. Déjà. Je suis assez... Enfin, notre architecte a une belle patte, il nous a fait un bel immeuble. En plus, on a pu se payer quand même des beaux matériaux, parce que c'est une façade en zinc à joint debout, donc on n'en trouve pas de partout, qui a été faite par un artisan qui sait travailler le zinc, il nous a fait une très belle façade. Après, c'est un projet sur lequel on a quand même intégré pas mal de choses nouvelles, puisqu'on est en structure bois-béton. Structure bois-béton, c'est des poteaux poutres en façade avec des remplissages en bois dans lesquels on peut mettre de l'isolant en forte épaisseur et finir en façade extérieure, donc soit en partie zinc, soit en partie isolation par l'extérieur, en laine de roche. Et puis à l'intérieur, on remet encore de l'isolant. Donc c'est un bâtiment qui est très très isolé. On a mis une chaudière à granules bois en sous-sol. On a développé la solution de la récupération d'énergie sur les gaz extraits. C'est-à-dire qu'on a mis une pompe à chaleur au dos de la VMC qui nous permet de préchauffer l'eau
et de produire de l'eau chaude à bas coût, puisque l'air extrait d'un logement est à peu près à 24-25 degrés, le delta qu'on récupère sur l'eau chaude est important, et on arrive à économiser énormément en production d'eau chaude, ce qui est aujourd'hui, dans un bâtiment, la partie qui coûte le plus cher aux occupants, produire de l'eau chaude. Chauffer, maintenant qu'on est tellement isolé qu'avec une bougie on y arrive, mais produire de l'eau chaude, il faut faire monter en température. Après, on a mis 400 mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques en toiture. Alors là, on a développé un autre concept qui est venu parce qu'on souhaitait encore améliorer le bilan énergétique de cet immeuble. On a fait une division de volume et on a cédé la partie du toit à la Serle Énergie, qui a acheté la concession du toit pendant 20 ans, et au bout de 20 ans, elle nous rendra l'installation dans l'état où elle sera, mais elle produira encore. Peut-être un peu moins, mais elle produira encore. Voilà, après, derrière, on ne voit pas, mais derrière, il y a un espace potager, on va faire un jardin de potager. On s'est même essayé à refaire un mur en pisé, puisque c'était dans l'idée, mais bon, très compliqué, parce que peu d'artisans qui savent le faire. Bon courage pour vos voilà. Après, dans la conception, donc on est intervenu, et comme vous nous signalez, c'est un temps important, un peu plus près, s'il vous plaît. C'est un temps important consacré à mener au projet. Par contre, c'est vrai que toutes ces émergences de solutions techniques nous ont quand même été largement insufflées par nos villageois verticaux. Ils étaient demandeurs de solutions techniques innovantes, et bon, on a réussi à faire avec les moyens qu'on avait. Après, voilà, c'est un immeuble qui fonctionne plutôt bien. On est Robinson Habitat, on est syndic de nos immeubles, donc on est syndic, donc on peut voir la vie de l'immeuble, et le fait d'avoir un habitat, une coopérative d'habitants aide beaucoup à la gestion de l'immeuble, puisqu'ils s'impliquent, comme ils sont impliqués dans la construction de leur bâtiment, ils s'impliquent dans la gestion pour que tout soit plutôt économique, parce que le but c'est ça quand même. Et est-ce que ça vous a donné envie d'en faire d'autres, du coup, des immeubles de cette nature ? On en a réalisé un deuxième qu'on a livré en mars, qui est cette fois une réhabilitation. Ça s'appelait la Gargousse de Moulins. Donc c'est 7 logements qu'on a fait en réhabilitation dans le centre de Lyon, dans Lyon 7e. C'est la réhabilitation, bon, on a eu plein de surprises quand on a commencé à démonter. Ça a été plus compliqué à gérer financièrement, parce que ces surprises n'étaient pas tout à fait tout abordées. On ne peut pas savoir dans un plancher ce qui peut se passer dessous. Et donc ça a été un petit peu compliqué à gérer, mais on s'en est bien sorti, on a livré ça. Et encore une fois, c'est une coopérative d'habitants, se met en place et va vivre son temps. Et les deux bâtiments, que ce soit le village vertical, où ils ont prévu tous les deux, il y a une salle commune en bas, qui a été même calé, tous les deux ont été calés en ERP de 5e catégorie, ce qui leur permet de louer les salles pour faire, déjà pour se rassembler, discuter de leur projet ou discuter passer du moment ensemble, mais aussi louer de projets pour faire des activités, des associations, des choses comme ça. Donc les deux projets sont sur ce modèle-là. Eh bien, merci bien. On continue le tour dans le Rhône avec Jacques Dinguirard. Vous êtes assistant à maître d'ouvrage d'une société chez Moi Demain. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, et comment vous est venue cette idée d'être assistant des groupes en autopromotion ? Alors, on est tout un groupe de professionnels qui avons toujours nos activités dans le monde du bâtiment. Et en fait, on s'est un jour mis autour de la table. Donc, il y a des architectes, des bureaux d'ingénierie, des économistes et des AMO, OPC, DET, tout le monde. Et on s'est demandé comment on pourrait faire pour accompagner l'habitat participatif et l'aider à consacrer le maximum d'argent à la qualité constructive et à la surface de son logement. Et on s'est aperçu qu'en fait, le meilleur moyen, c'était la rationalisation des coûts. Et la rationalisation des coûts, c'est l'autopromotion, c'est-à-dire amener une structure qui soit assez légère, qui ne coûte pas trop cher au groupe et qui lui permette de consacrer la totalité de ses moyens financiers à la construction. Là, ce qu'on vous présente, c'est le groupe Lamello, où là, on est sur une rénovation. Donc, on a eu les STD hier, on est bon, on est passif, on n'a aucun souci là-dessus. Donc, un immeuble passif, là. L'immeuble sera passif, puisque là, on attaque les appels d'offres dans 15 jours, 3 semaines. Mais effectivement, les STD sont positives. Et effectivement, on a pu y arriver, parce qu'on sort quand même sur une rénovation de ce niveau-là, vu qu'il faut
démonter quasiment le bâtiment pour pouvoir le reconstruire. On sera à 4 000 € du mètre carré livré. C'est clair que s'il y avait eu au milieu un promoteur ou une entité qui fonctionne, ça aurait été impossible à faire et impossible d'arriver au niveau où on est arrivé. Voilà, d'où la volonté du groupe de professionnels de créer cette société. Et donc, on a créé une structure qui s'appelle Chez Moi Demain, qui est une structure qui est très légère et qui aide à piloter l'ensemble de la maîtrise d'œuvre pour arriver à ces objectifs-là. Et les immeubles de ces groupes d'habitants ont-ils des caractéristiques particulières qui se retrouvent? Alors, justement, c'est ce qui est génial, c'est quand on part dans l'autopromotion, on a des groupes en face de nous qui sont avec des volontés énormes, qui sont très responsables écologiquement, et qui ont des volontés énormes, et quand on fait le bilan, on peut y arriver. Donc oui, on a la chance d'avoir vraiment des demandes. On a, dans la salle, il y a un groupe avec qui on essaye de rentrer en collaboration, et qui est carrément sur de la maison passive autonome, ce qui est quand même plutôt rare. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que comme ce sont des professionnels du bâtiment, qu'on les sort de leur mission classique et qu'on les amène à travailler sur un projet, et comme ils disent eux, avec des vrais gens en face, il y a un engouement qui est juste énorme sur le projet et qui fait que souvent, vraiment, on réussit à trouver les bonnes astuces, comme ça a fait pour vous, créer des systèmes. Voilà. Merci pour cette présentation. Je vous propose de prendre des questions de la salle, si vous avez des questions sur ces 5 exposés, alors, qui viennent du public, ou si vous voulez vous poser des questions entre vous. Y a-t-il des questions sur notamment cette conjonction derrière toi, Stéphane, cette conjonction entre... J'avais une question pour vous. Donc je m'appelle Benjamin Loiseau, moi je suis architecte et je réhabilite 300 logements HLM à Poitiers dans un contexte un peu difficile. Mais j'ai aussi une question pour vous en tant que bailleur. Quel est le surcoût concret en études et en chantier d'un projet participatif? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que vous dites que vous n'arrivez pas à le rendre rentable? Il y a un gros delta? Je dirais qu'il n'y a pas de surcoût, en fait. Le surcoût du projet, c'est un surcoût environnemental, mais il y a un surcoût de temps, mais chez un bailleur, on ne mesure pas le temps qu'on passe. Heureusement, je ne remplis pas mes heures en fonction de mes projets. Donc, il y a un surcoût. Alors, il y a un AMO. Voilà, mon surcoût, c'est lui. Voilà. Et après, non, mais en même temps, j'ai pas de coût de commercialisation, donc non, j'ai pas de surcoût sur la phase conception ou la phase réalisation, parce que réellement, si le groupe n'avait pas voulu faire un projet environnemental, je serais sortie à mes coûts habituels de coût de construction. Non, je complète un petit peu, parce que les architectes, évidemment, posent la question, mais qu'est-ce qu'on va manger nos chemises dans ce genre de projet, hein? Et dans le programme, nous sommes précis sur les ambitions techniques, sociales, etc. Mais nous avons pris maintenant aussi l'habitude, en tant qu'AMO, de conseiller au groupe d'ajouter au programme une méthodologie de conception participative. En gros, ça démarre, la phase esquisse démarre avec des réunions avec le groupe, avant même de produire le même premier dessin, pour que l'échange puisse commencer à se construire, les inspirations, l'intelligence collective s'exprime, etc. Donc après, il y a des rendez-vous individuels, après, il y a la personnalisation de logement. Tout ça est annoncé, et en fonction de ça, les équipes de maîtrise d'œuvre font une annonce d'honoraires. Oui, et donc, on n'est pas dans les mêmes honoraires qu'un projet classique. On double. Le taux d'honoraire, si. Moi, par rapport à un projet locatif social, le taux d'honoraire classique, tu es à 6,5 et tu es à 11,5 ou 12. Voilà. Voilà, donc on le rémunère bien parce qu'on sait et pas que l'architecte, aussi le bureau d'études, l'économiste qui fait des feuilles de style, le bureau d'études fluides qui fait la personnalisation des prises électriques. Donc tout le monde est sollicité et donc on est très vigilant sur la répartition des honoraires au sein de la maîtrise d'œuvre. Avez-vous d'autres questions? Moi j'aurais une question ouverte à vous tous. Tous, vous nous racontez des histoires où il y a une espèce de conjonction entre un immeuble qui est plus exigeant que l'ordinaire sur les questions environnementales et la relation avec la commande d'un groupe d'habitants.
Est-ce que c'est des choses que vous retrouvez? Comment vous expliquez cette, je dirais, cette dynamique qui conduit à des immeubles peut-être plus performants que d'autres? Comme j'ai le micro, je vais prendre la parole. Il y a tout un groupe de travail que moi j'anime au sein d'Erilia sur le coût global. Et aujourd'hui, les futurs accédants, c'est eux qui vont payer leurs charges. Moi, aujourd'hui, quand je construis un logement, les charges, c'est pas le bailleur qui les paye, c'est le locataire. Et c'est ce qu'on est petit à petit, c'est en train de rentrer. Mais demain, moi, si je construis en tant que bailleur un projet qui est performant d'un point de vue énergétique, mes charges vont baisser. Mais c'est vrai que dans le coût global, pour un bailleur, ça coûte plus cher de construire, on va dire passif, par rapport à un projet classique. Mais comme le baisse des charges, c'est le locataire qui les a, c'est pas moi qui les, au niveau de mon montage financier. Mais par contre, si le futur locataire paye moins de charges, il me payera mieux son loyer, il y aura moins de dégradation. Donc c'est ça qui change aujourd'hui pour moi quand un groupe qui va vivre, il s'intéresse à ce qu'il va payer aussi demain, ce qu'il paye aujourd'hui, mais ce qu'il payera demain. Et un bailleur est dans cette réflexion-là, mais c'est peut-être ça qui a fait qu'à un moment donné, je ne sais pas si je me suis fait comprendre ou pas, mais... Je n'ai pas dit ça, non. Ouais, peut-être pour effectivement compléter, mais je pense que c'est un phénomène assez naturel de ce que je disais tout à l'heure d'intelligence collective. C'est-à-dire que dès le moment où on est en plus là avec des gens qui ont fait le choix socialement de réfléchir différemment à la manière d'accéder ou à la propriété ou de vivre ensemble, ça veut dire que forcément ce sont déjà des gens qui sont dans un schéma de questionnement où on part d'une feuille blanche et rien n'est acquis. Et du coup, c'est très facile, c'est en tout cas un terrain hyper fertile pour semer ces graines effectivement de réflexion de coût global, ça c'est évident, puisqu'ils ont, là on parle vraiment aux gens à qui ça va parler sur tout le long du projet, mais aussi sur l'impact qu'ils veulent avoir sur la société et la trace qu'ils veulent laisser. Et ça, c'est, je pense, voilà, l'émission du groupe qui après est plus ou moins renforcée. On l'a évoqué tout à l'heure avec, par exemple, la démarche BDO, hein, qui vient en plus creuser de manière assez large les sujets, ce qui permet d'avoir des projets très cohérents et engagés sur le global. Une autre question ? Oui, dans les coûts supplémentaires, on parle de BDO. Si vous pouvez juste vous présenter d'abord. J'enlève le masque aussi. Donc moi, je suis aussi sur Montpellier. On s'est rencontrés plusieurs fois, Stéphane. On ne travaille pas ensemble. Nous, on est à côté de l'ODEV, donc on est sur un habitat participatif, une coopérative d'habitants. Et donc aussi, il faut savoir que BDO, c'est un coût. Parce que ces dossiers-là, ils sont montés dans les coûts supplémentaires. BDO, tu me reprends si je me trompe, mais c'est à peu près 20 000 euros pour monter un dossier BDO. 15-20 000, si. Oui, mais bon, voilà, il faut savoir que c'est un coût. Et je voulais revenir, parce qu'on dit des prix de mètres carrés tout à l'heure, mais ce que vous disiez, je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'il faut voir dans une globalité le coût du mètre carré. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on arrive, moi très clairement, pour donner des chiffres, à la louche, sur le dev, nous, normalement, le prix du mètre carré sera 1800, 1900. Nous, on va être beaucoup plus que ça, effectivement. On va plutôt être aux alentours de 2800. Mais il faut voir, effectivement, qu'on est sur des emprunts sur 40 ou 50 ans. Aussi, il faut tout relativiser ça. Il faut tout remettre au même niveau pour avoir un véritable calcul. Qu'effectivement, la démarche écologique aussi va permettre d'abaisser tous les coûts, justement, tout à l'heure, qu'on parlait d'énergie, etc. Donc, il faut le voir dans sa globalité. C'est-à-dire, enfin, moi, je pense que c'est comme ça. Quand je présente le projet, il y a deux manières de le présenter. Il y a la manière que j'ai commencé à vous dire, c'est-à-dire de dire, bah là, ça va être économe, c'est sur 40 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Puis il y a tout le côté solidaire d'amener pour les gens qui ont moins de sous, mais là, on est encore dans un autre débat de l'habitat participatif, le côté démocratique, on va dire, et social, enfin encore plus social en tout cas à ce niveau-là. Et puis, il y a la manière de faire fuir les gens, dire, bah voilà, ça coûte 3 000 euros du mètre carré dans une région qui en vaut peut-être de 2 000, 2 100. Donc, c'est pour ça que le prix du mètre carré, il faut le relativiser, il faut bien le mettre dans son contexte, dans sa durée et dans son économie future, parfois proche. Donc, il faut bien... voilà, le prix du mètre carré, il faut le prendre avec des pincettes, si je puis dire. Vous pouvez utiliser BDO sans aller vers la certification et c'est 0 €. Parce que tout le monde peut aller sur le référentiel
Mais si c'est la certification qui coûte 12 000 €. Oui, mais si on est même si on baille en ce moment sur le NOAT, Ouais. le NOAT, le rôle BDO. C'est autre chose. Voilà. NOAT, c'est autre chose. C'est important parce que c'est pas le BDO. Le BDO n'est qu'une certification. Ce qui est Ouais. important, c'est les subventions et c'est NOAT. C'est vrai. Donc, ça veut dire que là, on est obligé de le faire. Là, oui. Mais là, vous êtes bien payé après. Donc Emmanuel, un projet d'habitat participatif à Toulouse qui s'appelle la Hutte Finale, aussi accompagné par AppFab. Moi je rejoins juste pour dire sur le prix au mètre carré, la présentation, ça c'est quelque chose. Souvent par exemple on ne met pas aussi les espaces communs en plus dedans. Enfin, il y a une façon de présenter qui est importante aussi parce que le projet n'est pas le même et c'est difficile à comparer. Mais par ailleurs, la question que j'aurais, c'est, vu le parcours, il y a des choses en effet où il y a des surcoûts, mais il y a des choses qui, quand elles sont prises par exemple faire du traversant, ne sont pas forcément un surcoût. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses qu'on pourrait dire, telle partie sont généralisables à coût fixe, entre guillemets, et quelle partie pourrait être... je ne sais pas si je suis clair dans la question, mais... Alors, qui veut répondre à cette question? Il y a peut-être des coûts plus forts sur des objectifs environnementaux, mais il y a peut-être aussi des coûts qui disparaissent ou qui diminuent. Allez, le micro, pour une réponse de bailleur. L'immeuble qu'on a fait, donc il y a 38 logements. Avec 38 logements, on a mis un ascenseur. Mais par contre, on a fait une distribution parcoursive. Un ascenseur pour tous 38 logements, c'est quand même pas mal parce que la règle générale, c'est plutôt 1 pour 16, 1 pour 20, 38, c'est pas mal. Par contre, on a fait une distribution parcoursive qui complique quand même énormément en termes d'amener de fluide et de choses comme ça. Donc un ascenseur, c'est quand même pas si cher que ça coûte 30 000 €, plus la gaine 30 000 €, c'est 60 000 €. À mon avis, globalement, on aurait mis un deuxième ascenseur et pas mis de coursif, ça aurait pas. Après, le fait de mettre des coursifs, ça permet effectivement d'avoir des appartements. Là, ils sont 100% traversants. 100% traversants. Voilà. Après, les coursifs, l'hiver, ça pose un petit problème parce que vous n'avez que des parties communes aérées, et vraiment aérées. L'été, c'est plus agréable parce que, en plus, nous, on les positionnés au nord, donc ils circulent au frais. Mais voilà. Vous avez évoqué, l'un d'entre vous, la disparition des frais de commercialisation lorsque vous travaillez directement avec un groupe. Est-ce que c'est une réalité nos clients sont déjà là, donc on n'a pas besoin d'aller les chercher. Et donc tous ces frais de commercialisation sont annulés. Donc à quelque part, c'est une petite compensation sur le temps passé à gérer ou... c'est très long parce que le process de décision, je pense que vous avez la même chose que nous, on travaille en une réunion, ils font derrière une synthèse, ils renvoient le machin, ils sont d'accord, pas d'accord, il faut discuter, il y a énormément d'échanges. C'est ce qui a, pour moi, ce qui a beaucoup changé. En fait, je suis un peu comme vous, on est directif, on fait ça comme ça et hop, et ça avance. Et là, on déroule un peu moins vite le tapis. Et puis en plus, c'était des néophytes du bâtiment, de l'immobilier, il a fallu leur apprendre aussi un petit peu la base rudimentaire de la construction. Donc une remise en question de notre savoir aussi. Une autre question? Monsieur là-haut. J'arrive. Oui, moi je m'appelle Denis Morin, je suis impliqué dans un projet à Bagnères-de-Luchon, dans les Pyrénées. Mais moi j'ai une question concernant le processus de décision, parce que vous avez évoqué tous ces allers-retours entre la conception, les avis divergents. J'imagine que vous n'arrivez pas facilement, une vraie question, est-ce que vous arrivez à un consensus ou est-ce que vous travaillez avec un autre système de prise de décision? Qui veut répondre? Alors moi, j'ai la chance de travailler avec un groupe qui était très bien organisé, donc avec des groupes de travail. Moi, j'ai travaillé sur tout mon projet. Je les ai tous rencontrés, mais je travaillais en réunion avec le maîtrise d'œuvre. J'avais 2 ou 3 personnes, donc toujours les mêmes personnes. Donc c'est comme dans une équipe de maîtrise d'œuvre. Après, on apprend à se connaître et il y a toujours eu un consensus. Alors moi, ce n'étaient pas des néophytes. J'ai l'impression d'avoir... on n'a pas les mêmes problématiques, mais ils entendaient mes problématiques et moi j'essayais d'entendre les leurs. Donc j'ai pas eu ce souci de dire à un moment donné, alors sur le coup, c'est toujours pareil, au bout d'un moment il faut trancher. Mais je dirais pas trancher, j'ai pas eu cette sensation-là. Et alors mardi, on se fait un retour d'expérience avec le groupe, l'architecte et l'AMO et Erilia pour parler de cette phase conception, pour voir qu'est-ce qui a marché, est-ce qu'il y a eu des
des tensions. Il y a forcément des tensions, on ne va pas dire que c'est tout, mais comme une équipe de maîtrise d'œuvre classique, en fait, où il y a, à un moment donné, on est tous dans un rôle différent. Donc, alors ça peut-être que toi tu peux plus en parler, mais par l'organisation du groupe et l'accompagnement. Je n'aurais pas pu faire ce projet sans accompagnement, clairement, parce que ça demande beaucoup plus de temps. Vous disiez, on passe beaucoup de temps. Moi, je me suis refusée à faire toutes les plénières avec le groupe. Moi, je suis salariée d'une société, je ne construis pas mon futur logement, donc je passe du temps, mais dans le cadre de mon travail, et le week-end, etc., je laissais le groupe, et je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. Après, chacun gère comme il veut, mais voilà, moi, j'ai vraiment laissé, et j'avais les retours, et voilà, ça prend du temps, mais je ne me suis pas sentie non plus noyée. Voilà. Je sais pas si ça... Ouais, juste pour compléter, pareil, dans notre cas, nous, sur le projet de Abricop qui est de Toulouse, on a eu la chance de tomber sur un groupe qui s'est donné les moyens d'aller au bout, parce que c'est des aventures hyper complexes, et donc qui se sont formés à la sociocratie, à la démarche non violente, etc. Donc effectivement, toutes les décisions se faisaient au consensus, mais ça n'a jamais été un élément bloquant. Quand on faisait nos réunions de présentation à l'ensemble du groupe sur les phases importantes, y compris économiques ou esthétiques, etc., en fait, le processus était là, était déroulé, et on a pu avancer dans les mêmes timings on va dire quasiment une opération classique, parce que derrière, eux étaient très organisés, avec de la même manière des comités de pilotage qui étaient spécialisés sur tel ou tel sujet, et ensuite ils en référaient au groupe. Et ils avaient aussi pouvoir pour le groupe pour avancer. Donc voilà, c'est vraiment important que ce groupe-là, entre guillemets, se professionnalise dans cette démarche-là. Et s'il n'est pas capable, du coup, de se faire accompagner. Ça, je pense, c'est essentiel, quelle que soit la taille, pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Ouais, juste en complément, en fait, je viendrai d'ailleurs ce que je vais dire. C'est important que le groupe apprenne à vivre ensemble, apprenne à décider ensemble. C'est pour ça que pour nous, chez nous, en tout cas, il y a deux types d'AMO. Il y a l'AMO en amont qui lui apprend à cohabiter, à décider, et créer une sorte de sociocratie. Et après, il y a une responsabilité aussi de la maîtrise d'œuvre. C'est pour ça que nous, en tant qu'AMO technique, on est content d'exister. C'est aussi de la façon dont on présente la décision à prendre. Alors là, je parle sur le plan technique, quand on est dans la conception du projet. C'est vrai que ça demande un effort supplémentaire parce qu'il faut vulgariser un peu plus les choses. Il faut que la maîtrise d'œuvre soit vraiment dans cette démarche-là et qu'elle prenne le temps de l'explication. Et dans ces cas-là, aujourd'hui, nous, sur les deux projets qu'on accompagne, qui sont les plus importants pour nous, on n'a pas de souci de prise de décision. C'est long, ça prend à peu près, sur des décisions importantes, 1 semaine pour avoir un retour sur une décision fondamentale. Est-ce qu'on peut dire que c'est long, 1 semaine? Pour nous, c'est pas très long parce qu'on a tellement de choses à traiter, il y a tellement de sujets à traiter, mais pour le groupe, ça lui paraît long de temps en temps. Ouais. Prendre une décision fondamentale où il y a des gens qui vont être mis en bascule. On a eu des décisions architecturales qui faisaient que des familles pouvaient sortir du groupe. Je peux vous garantir qu'une semaine pour une famille, savoir si elle va rester ou pas dans le groupe, c'est long. Ouais. Mais sinon, sur les questions techniques, c'est vraiment aussi... Et c'est pour ça que j'insiste, il faut vraiment bien formuler la question et bien la vulgariser. Et là, ça passe. Bon, alors j'ajoute encore un petit truc. Voilà. La première chose qu'on fait, c'est il faut décider comment décider. C'est généralement, nous on passe pas par le consensus parce que c'est un peu dictatorial. Je veux dire, il y a une seule vérité qui s'impose. Nous on passe par le consentement, ça veut dire une validation en absence d'objection. C'est une petite nuance, mais assez efficace. Deuxième chose qu'on dit tout de suite après, décider, c'est renoncer. Et ça prépare le groupe quand même à tout le renoncement à venir. Il y a un paquet. Et la troisième, c'est effectivement une sorte de capacitation, la pédagogie, pour que les membres du groupe arrivent à ce niveau de compétence pour prendre des décisions à la fois éclairées et raisonnables. Donc si on fait un bon cocktail avec ça, on arrive ensuite avec des représentants qui discutent avec des professionnels, les architectes, les maîtres d'ouvrage, et après ça devient assez fluide. Je vous propose de continuer et de passer à la deuxième partie de cette table ronde, et notamment de s'interroger sur le rôle des communes, sur la production de ces bâtiments et de ces projets. Nous devrions retrouver M. Olivier Damez, maire de Coufouleux,
qui est avec nous en visio, je crois. Si la régie peut arriver à nous le mettre à l'écran. Si on peut entendre donc Monsieur Damez, donc maire de Coufouleux, commune dans le Tarn. Voilà. Monsieur... Oui, on vous entend. Parfait, bonjour. Bonjour Monsieur Damez. Voilà. Si vous, merci d'être avec nous depuis chez vous ou votre mairie. Votre commune Coufouleux accueille 2 projets d'habitat participatif. Ben, c'est quand même pas très courant sur une même commune. Est-ce que la mairie y est pour quelque chose? Oui, forcément. Hein. J'imagine pas qu'une mairie qui aborde ce genre de questions puisse le faire. Ça se fait pas tout seul, en tout cas, ce qui est clair. Alors la commune de Coufouleux, tout à l'heure on a expliqué, c'est une petite commune de 3000 habitants qui est à mi-chemin entre Toulouse et Albi, qui est aussi sur une agglomération un peu plus large d'à peu près 12 000 habitants. Une population un peu particulière parce qu'on a eu énormément de nouveaux arrivants, en particulier de gens de Toulouse qui en avaient marre de vivre à la ville et qui cherchent d'autres modes de vie. Donc clairement, les désirs de trouver autre chose étaient importants. Alors pour nous, communes, ça s'est passé de façon un peu particulière. C'est un groupe d'habitants en fait, qui réfléchissaient à un habitat participatif de façon très informelle. Puis peu à peu, ça s'est formalisé. Donc nous, communes, on était intéressés par ce qui nous semble, on ne peut plus accepter le mode de fonctionnement où en fait où les communes grossissent avec des petits lotissements par-ci, par-là, tous les mêmes, et des petites maisons côte à côte avec un petit jardin autour. Donc l'idée d'un autre mode de fonctionnement est importante. Moi je suis en même temps vice-président d'une agglomération en charge de l'urbanisme. Ces questions pour moi sont fondamentales. Comment imaginer autre chose? Voilà, en tout cas, ce qui est clair, c'est que il me semble que les municipalités sont forcément indispensables dans ce genre de réflexion. Pour nous, les 2 projets sont un peu différents puisque c'est parti d'un seul groupe qui, je crois, s'est divisé avec le temps, au bout d'1 ou 2 ans. Et il y en a un qui est resté sur le premier projet dont je parlerai tout à l'heure et le second qui est un projet plus familial. En fait, ils ont acheté un terrain qui est en plein centre de Coufouleux, qui fait à peu près 1 hectare, et ils ont 11 familles. Mais alors, eux travaillent, on parlait tout à l'heure des prises de décision, eux travaillent à l'unanimité. En tout cas, il y a vraiment une réflexion très structurée sur les prises de décision. Ils y arrivent puisqu'ils ont réussi à déposer 11 permis de construire. Eux, c'est 11 petites maisons construites de façon cohérente sur un programme global et qui est autour d'une maison, une grande maison existante déjà, qui est plutôt une maison collective, avec des logements collectifs. Voilà, en tout cas, donc, si la question unique de dire est-ce que la commune est importante, oui, c'est important. Important aussi dans les liens avec les propriétaires des terrains. Ça fait peur, hein, ce genre d'idée. Donc, sur le premier propriétaire, on avait déjà parlé avec eux au moment de la réalisation du PMU, de la possibilité de faire un écoquartier sur leur terrain, un terrain de 2 hectares. Donc, ils étaient déjà sensibilisés. Donc, lorsqu'il y a eu ce projet, tout de suite, ça les a intéressés. Et le deuxième, c'était un autre propriétaire aussi, avec lequel nous avions des bons rapports, donc ça s'est passé facilement. Voilà, pour la commune. Et ces projets d'habitat, en quoi et de quelle manière ils apportent un renouvellement, une innovation, une autre manière d'habiter sur votre commune? Alors, ce qui nous a beaucoup intéressé aussi, c'est la notion d'accession sociale à la propriété. Et c'est vraiment essentiel. Et on a beaucoup été aidés, et je crois, indépendamment de APFAB, et aussi avec APFAB, parce qu'APFAB nous a présenté une structure qui s'appelle le COL, qui veut dire, je crois, coopérative ouvrière, le comité ouvrier du logement. C'est une structure du Pays Basque, tout à fait intéressante, et qui avait déjà une expérience de l'habitat participatif, et surtout une expérience des problèmes d'explosion de la valorisation de ces habitats, en particulier en Pays Basque. Donc ils ont proposé un mode de fonctionnement un peu particulier avec un système qui s'appelle l'OFS. Alors je prends en même temps mes notes, les organismes de foncier solidaire,
qui apparemment ont été aussi abordés par l'intermédiaire des HLM. En tout cas, c'est une structure extrêmement intéressante qui permet de séparer le foncier, la propriété du foncier, de la propriété de l'habitat. Quand il nous a semblé que c'était extrêmement intéressant pour éviter tout en achat, en revente, d'autant plus que le projet tel qu'il a été porté a eu droit à des subventions très importantes par la région, puisque la région a d'abord avec le label BDO Or, plus un projet NoWatts, qui est un appel à projet de la région Occitanie, vient d'avoir une subvention de plus d'1 million d'euros sur ce projet. Donc c'est dire que c'était extrêmement intéressant. En tout cas, je pense que la région a été aussi extrêmement intéressée par ce nouveau système de propriété qui évite qu'on achète et qu'on revende et qu'on bénéficie davantage et qu'on se récupère pour soi-même ces avantages. Eh bien, merci bien. Vous restez avec nous si c'est possible pour répondre à quelques questions dans un instant. Et je m'adresse à M. Raphaël Michaud, donc élu de la ville de Lyon. Quelles sont les motivations de la ville de Lyon pour l'habitat participatif, M. Michaud? Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Et très heureux de vous voir à Lyon, dans cette ville qui a notamment une motivation principale qui est que nous sommes dans un marché extrêmement tendu et que donc à Lyon, comme quelque part dans beaucoup d'endroits de France, on est dans une crise du logement et que donc il y a besoin d'avoir de l'intelligence collective pour trouver des solutions et continuer d'habiter. Donc 3 motivations principales, une qui est éminemment politique, une qui est économique et une qui est autour de la qualité qui nous intéressera particulièrement cet après-midi. Politiquement, en tout cas sur la ville de Lyon, on est face à un vrai défi qui est une défiance vis-à-vis du monde urbain et à clairement un exode urbain de la part des familles qui ne trouvent plus de place en crèche, qui ne trouvent plus de place dans les MJC, qui ne trouvent plus d'espace vert, qui ne trouvent plus de square et qui du coup quittent la ville. En 2020, septembre 2020, 1000 élèves manquent à l'appel qui étaient inscrits et qui ne se sont jamais présentés à l'entrée des écoles. Donc voilà, on a clairement ce besoin de retrouver du sens dans une ville et dans une agglomération où le marché est devenu fou. C'est-à-dire qu'on a un marché qui est tendu, donc tout se vend. On a une conjoncture économique qui fait qu'il y a un afflux de liquidités gigantesque et qu'il y a des investisseurs qui ont des liquidités qu'ils n'avaient jamais eues jusque-là. Et du coup, tout s'achète. C'est-à-dire que finalement, la qualité, quand elle n'est pas là, c'est pas grave, ça se vend quand même, ça s'échange. Chaque année à Lyon, le marché augmente de 10% par an, donc tout va très bien. Je n'ai pas de locataire, c'est pas grave, je laisse mon bien vide, je gagne quand même 10%. Donc au final, on est face à un marché qui est complètement fou. Donc du coup, face à cette réponse-là, on a vraiment besoin d'avoir une envie d'habiter en ville et à travers l'habitat participatif, et tel qu'on a pu le vivre cette semaine avec l'inauguration de l'habitat coopératif du Moulin, on voit qu'il y a un désir de ville et un désir de vivre ensemble qui émane de ces personnes qui souhaitent être en habitat coopératif. Et du coup, pour un homme politique, c'est vraiment très important de se dire qu'il y a une envie de vivre ensemble, une envie de participer à un projet commun, et pourquoi pas derrière de participer au quotidien de la ville. Finalement, quelqu'un qui s'est donné du mal et qui s'est pris en main pour son logement, c'est potentiellement quelqu'un qui se prendra en main pour le reste de la vie en société et qui aura plaisir à vivre en ville parce qu'il laisse sa patte sur la ville. Donc cette ville participative, pour moi, elle s'appuie aussi, et cette démocratie, elle s'appuie sur de l'habitat participatif. Donc sur le volet économique, je vous disais, face à ce marché qui est devenu fou, il y a un vrai enjeu anti-spéculatif, de se dire qu'on est en mesure d'avoir du logement qui est durablement abordable, qu'on peut sortir des biens du marché, et à ce titre-là, voilà, en tant que politique en charge de l'urbanisme et de l'habitat, j'ai aussi un enjeu qui est de freiner la spéculation et de freiner l'augmentation. Les 10% dont je vous parlais par an, ce n'est pas du tout une fierté, c'est quelque chose qu'on subit, qui est un phénomène national, un peu même international, quand on voit d'où viennent les capitaux. Mais voilà, on fait tout et on mobilise toutes les intelligences et toutes les dispositions possibles. Monsieur Damès parlait du bail réel solidaire et des offices fonciers solidaires. Enfin, voilà, on le développe avec la métropole, mais l'habitat participatif, c'en est une autre forme et parfois elles sont complémentaires. Le dernier point, c'est effectivement un enjeu de qualité. Comme je vous disais, comme tout se vend et n'importe quoi se vend,
en tant qu'adjoint à l'urbanisme, j'ai aussi à cœur de laisser à l'issue de mon mandat une ville qui soit dans un état de qualité qui soit au moins égal à celui dans lequel je l'ai trouvé. C'est-à-dire que la ville de Lyon, elle est connue pour la qualité de son patrimoine. Ça nous draine beaucoup de touristes, beaucoup de gens qui viennent de toute la France, de toute l'Europe, parfois du monde entier pour aller voir ce périmètre UNESCO, ces monuments qui datent des Romains, voire des fois d'avant. Et ces différentes strates de qualité architecturale, moi j'aimerais bien que la ville, même au XXIe siècle et même dans des logiques de financiarisation de l'immobilier, on arrive à garder de la qualité. Et du coup, qui de mieux que les usagers pour définir quelle est la qualité d'usage des bâtiments, que ça soit des vieux bâtiments comme au Moulin où il y a eu une réappropriation d'un bâtiment du XIXe siècle ou dans des bâtiments neufs. Pour moi, il y a un vrai enjeu de se dire les usagers sont les plus experts et fabriqueront la ville la plus confortable, la plus agréable, la plus désirable et donc des habitants qui auront envie de s'ancrer dans le territoire. Et du coup, bah voilà, c'est aussi bien des grands extérieurs, comme on le voyait à Villeurbanne, là, sur les grands balcons du village vertical, mais c'est derrière, effectivement, le travail sur les faibles consommations de fluides et derrière directement des bâtiments qui, en confort d'été et en confort d'hiver, sont très bien pensés, avec l'isolant biosourcé qui répond aussi bien aux problématiques d'été que d'hiver, des ventilations naturelles, de l'habitat frugal. Donc on a toutes sortes de solutions très intéressantes et qui donnent aussi des réponses à nos enjeux. Lyon a déclaré l'urgence climatique. Ça veut dire que derrière, il faut que chaque bâtiment participe à la transition écologique. On a rédigé avec les fédérations professionnelles une charte en faveur de cette qualité lyonnaise qui s'appelle « Chaque bâtiment participe à la transition écologique ». Et finalement, les solutions bas carbone qui sont évoquées avec la terre crue, qui sont évoquées avec les façades bois, qui sont évoquées avec toutes les solutions qui ont pu être évoquées là, pour nous, c'est des solutions qu'on pousse parce que c'est les seules qui nous permettront de rester dans l'empreinte carbone acceptable pour la collectivité et notamment une ville de Lyon qui souhaite être volontairement pionnière et qui s'inscrit dans un réseau de villes au moins européennes. On a des équivalences. Voilà, Munich aussi a déclaré l'urgence climatique et à ce titre-là, on a des échanges assez réguliers avec eux pour savoir comment ça se passe et comment ils font chez eux. Eh bien, merci. Et alors, quels moyens mettez-vous en place pour, soutenir cette production et ce type d'habitat ? Alors déjà, c'est de la bienveillance et c'est de la capacité d'écoute. Je pense que par rapport à nos prédécesseurs, c'est peut-être ce qui fait la plus grande rupture, c'est une volonté de voir émerger cette ville, une ville du vivre ensemble, une ville de gens qui ont envie d'habiter en ville et non pas qui subissent en disant je n'ai trouvé que ça comme logement, je subis mes voisins, je fais des recours, j'appelle la police parce que mon voisin fait trop de bruit. Là, certes, le voisin fera toujours trop de bruit, mais au moins, vu que c'est moi qui l'ai choisi, j'aurais peut-être plus la capacité d'aller tout seul toquer pour dire... en plus, je connais son prénom et je pourrais lui dire vas-y, fais un peu moins de bruit, s'il te plaît. Et donc, par rapport à ça, il y a clairement une bienveillance. Après, il y a des outils. Donc, à l'échelle de la métropole de Lyon, on vient de mettre en place un incubateur avec cette fabrique de l'habitat coopératif qui va permettre à des collectifs de venir se renseigner sur quelles sont les modalités dans lesquelles ça se passe et de ne pas tomber dans tous les écueils qui font que les projets durent des années. Donc pour moi, il y a un vrai enjeu à ça. Et puis après, le nerf de la guerre, c'est les terrains, c'est le foncier. Donc c'est la capacité de la ville à comprendre que dans une politique de réserve foncière, dans une politique de limitation de l'augmentation du marché foncier, et derrière, évidemment, de limitation du marché immobilier dans son augmentation, on va concourir au bien-être des citoyens et donc au bien-être des gens qui nous ont élus. Donc par rapport à ça, là, on annonçait tout à l'heure en conférence de presse qu'il y avait un premier terrain dans le quartier de Sainte-Blandine, juste à côté d'ici, qui serait, à partir de 2023, versé pour un groupe participatif qui sera donc constitué ces jours-ci. Et puis ensuite, dans toutes les opérations publiques, ZAC des Girondins dans le quartier de Gerland, à la Duchère dans le quartier de la Sauvegarde, on va avoir systématiquement, et à la Confluence aussi, on aura dans le nouveau quartier normalement un des îlots de la ZAC qui va partir pour de l'habitat participatif. Donc c'est directement des solutions foncières et des solutions juridiques avec des baux amphithéotiques, avec des choses qui font qu'on garantit que ces terrains sortent du marché spéculatif. Eh ben, merci bien. Ça, c'est vos objectifs, je dirais, sur les axes, etc. Est-ce que vous avez des objectifs en termes de rythme également ? Alors pour l'instant, là on se réjouissait cette semaine de livrer 7 logements. On avait pu avec le Cairn à la Croix-Rousse, que certains pourront sûrement voir ce week-end, qu'on avait une quinzaine de logements noyés au sein de 15 autres logements sociaux. Donc on a des objectifs qui sont relativement modestes. Dans les ZAC pour l'instant, on a des terrains ciblés.
Mais pour nous, l'important dans la symbolique, c'est aussi de se dire Lyon, 9 arrondissements, quand on finit notre mandat, c'est 9 projets qui sont crantés, qui sont partis, où j'ai pu signer le permis de construire, et derrière, on sait qu'on y va. C'est ambitieux, les permis de construire dans 5 ans, j'en vois que ça fait sourire certains, mais c'est l'objectif, et c'est l'objectif politique qu'on a passé au service. Merci bien. On continue notre tour et nous allons vers Strasbourg, donc avec monsieur Anne Yound. Hop, je me recule. Monsieur Joun, vous conduisez une politique volontaire sur l'habitat participatif depuis presque une décennie à Strasbourg avec vos mandats d'élus. On a parlé de la temporalité de ces projets, ce qui est long, ce qui n'est pas long. Est-ce que c'est plus long qu'un autre projet? Qu'est-ce que vous pouvez dire de la durée des projets d'habitat participatif et est-ce que les choses évoluent? Et le micro arrive. Ça dépend de ce qu'on entend dans la durée. Dans une opération immobilière classique, la durée est aussi longue. Entre le moment où un terrain est libre et le moment où c'est livré. Je pense qu'on est assez proche. Juste quelques réflexions. Je pense qu'il y a des éléments clés. La première, et je crois que tu l'as dit, c'est la volonté politique de la collectivité. Sinon, quand je dis, je ne veux pas dire que ce n'est pas la peine. Sinon, tout le monde rame pour trouver le foncier, pour s'organiser, etc. Donc ça, c'est, je pense, l'élément le premier. Le deuxième, alors on a mis en place un incubateur il y a 8 ans. C'est une association qui s'appelle Écoquartier Strasbourg et qui a cette fonction-là, à la fois d'accompagnement, de conseil, voilà, etc. Et je pense que c'est essentiel. Je pense que ce rôle, ce n'est pas la collectivité qui peut le faire, mais c'est un tiers qui est ailleurs. Donc, premier, volonté politique. Deuxième, l'accompagnement. Et puis le troisième, sur le foncier et sur la capacité d'intervenir. Il y a presque une dizaine d'années, alors à l'époque, j'étais adjoint à l'urbanisme, j'avais demandé sur une ZAC, c'est 10% d'habitat participatif. Alors tout le monde levait les yeux au ciel en disant c'est pas possible, etc. Mais 10 ans après, il y a 10% d'habitat participatif. C'est vrai que ça a été compliqué. Mais moi, je voudrais revenir sur une question qui me semble assez fondamentale. C'est en quoi l'habitat participatif transforme-t-il le reste de la ville ? Parce qu'on peut se construire des îlots de bonheur à 5 logements, à 10 logements et à 15 logements. C'est bien. Je ne veux pas dire on se fait plaisir, ce qui n'est pas déplaisant par ailleurs. Mais je pense que pour les élus, mais pas que, c'est aussi en quoi c'est un vecteur de transformation de l'ensemble de ce qui se fait. Si un bailleur fait une opération d'habitat participatif et par ailleurs continue à faire comme avant, je suis sceptique. C'est bien, mais s'il ne transforme pas sa manière de faire, l'intérêt est tout à fait limité. Si, que ce soit un AMO ou un architecte, fait un projet intéressant, comment est-ce que ça transforme par ailleurs? Comment est-ce que, chez les promoteurs immobiliers, parce que malheureusement, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle, c'est comme eux qui produisent beaucoup, qui produisent le plus cher et qui produisent du clé en main où l'usager ou celui qui achète ou l'investisseur, bon, plutôt l'usager que l'investisseur. L'investisseur, en général, ce n'est pas trop son problème sur l'usage. Donc, je pense que c'est vraiment une question qu'il faut qu'on se pose en tant qu'élu, mais aussi de tous ceux qui concourent à l'habitat participatif. C'est-à-dire en quoi ça transforme la manière dont on fabrique notre urbanité, nos bâtiments, nos quartiers et notre ville. Sinon, notre combat est un peu perdu. Je veux pas être là, je suis peut-être un peu pessimiste en disant ça, mais pour moi, c'est l'élément essentiel. Si ça n'agit pas sur le reste, c'est bien, mais le levier, c'est la transformation de l'ensemble de la ville à travers ce que fait l'habitat participatif. Et quand je dis ça, moi, je suis plutôt optimiste sur ça. Hein, j'en parlais tout à l'heure à la conférence de presse, en disant, ça a transformé, alors peut-être pas autant qu'on l'aurait souhaité, la manière de faire d'un certain nombre de bailleurs, pas de tous, d'un certain nombre, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à, comme
je ne veux pas dire comme des éponges, mais à intégrer dans leur manière de faire ce qu'ils ont expérimenté, et parfois ils ont aussi payé les pots cassés, hein, parce que c'est dur. Enfin, moi je vois sur bailleurs sociaux, quand ils se lancent là-dedans, ils passent du temps, ils prennent des coups, les autres bailleurs lui disent c'est bien que tu y ailles, moi je regarde comment tu fais, comment tu prends les pots cassés, et puis après je viendrai peut-être en faire. Mais je pense que c'est ces éléments-là qui sont emportés, et notamment sur la question de l'évolution de la manière de fabriquer. Moi, je reste convaincu que tout ce qui s'est fait ou ce qui s'est fait encore dans l'habitat participatif génère un avenir de la sobriété, de mon point de vue, indispensable. Et quand je dis sobriété, c'est sur les matériaux, sur l'énergie, sur la simplicité, sur, je dirais, sur l'usage, sur les services, etc. C'est-à-dire, il y a eu quand même très longtemps l'illusion de la technologie ou de la technicisation de l'habitat. Je dirais, on se rend compte aussi, c'est souvent les matériaux les plus simples, les usages les plus simples qui permettent d'avancer dans la durée. Et quand je dis ce qui m'intéresse, on essaye d'y travailler au niveau du réseau des collectivités, c'est vraiment cet enjeu-là de transformation de la ville, et comment tout ce qui est accumulé, tout ce qui est acquis, les difficultés qu'on rencontre, parce qu'il faut aussi dire parfois que c'est compliqué, mais comment on arrive à l'injecter dans l'ensemble de nos professions et de l'ensemble des acteurs de la ville pour que, quand je dis que ces îlots de bonheur insufflent aussi d'autres manières de faire, d'autres manières de vivre, d'autres manières de fabriquer, et donc que les leçons que l'on tire puissent être accessibles au plus grand nombre, ce qui pose d'ailleurs effectivement aussi la question de l'habitat participatif pour qui ? Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. S'il n'y a pas des efforts politiques extrêmement importants, ceux qui sont dans l'habitat participatif resteront principalement CSP+, et donc la responsabilité politique qu'on a, c'est comment effectivement travailler avec des bailleurs, comment arriver à des modes à la fois des modes de production peut-être plus industriels sur l'habitat participatif, même si c'est un peu paradoxal que de dire ça. Non, mais je sais bien. Mais quand même, si on veut sortir de l'habitat participatif pour certains et le permettre au plus grand nombre, non seulement il faut qu'on change de dimension, mais il faut aussi qu'on arrive... il faut qu'on arrive à transformer aussi nos manières de faire dans ce domaine. Alors, c'est un peu brutal le fait de dire ça comme ça, mais je pense que notre responsabilité politique, c'est effectivement d'aller au-delà de ce que nous faisons actuellement, et donc de tirer les leçons de ce que nous faisons actuellement pour la suite. Monsieur Michaud, vous voulez rebondir sur cette question? Monsieur Damès, peut-être aussi après. Monsieur Michaud. Il marche? Bon, c'est juste qu'il n'est pas allumé. Bon, on va prendre suite. Il faut une technologie simple. Le fil, ça marche bien. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut absolument que ces habitats qui pour l'instant sont extrêmement marginaux dans la quantité de logements qui sont produits puissent infuser dans le reste de la ville, et notamment donner envie à des gens qui sont dans des copropriétés les plus simples de se dire comment est-ce qu'on se réapproprie notre jardin commun, comment est-ce que ça peut devenir autre chose qu'un carré de pelouse, comment est-ce qu'on pourrait y retrouver un composteur, finalement un lieu de convivialité, pourquoi pas un jardin partagé. Et pour moi, il y a vraiment cet enjeu-là de dire, vous avez vu les voisins là, dans l'habitat participatif, là, ils ont mis au rez-de-chaussée, dans le hall, regardez, ils ont mis des vélos, c'est vachement bien, ça, on ne pourrait pas faire pareil. Et moi, j'ai vraiment cette aspiration-là de me dire, oui, sûrement, on est très contraint d'un point de vue de prix du foncier, d'un point de vue d'accès au terrain, de pouvoir systématiser et massifier cette démarche-là, mais sans attendre, il y a un vrai enjeu que les voisins aient de nouveau envie d'habiter ensemble et qui trouvent des raisons de passer du temps ensemble. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et sur l'aspect politique, sur finalement, comment est-ce qu'on garantit qu'on a autre chose que des cadres supérieurs qui investissent ce genre de lieu, je pense quand même qu'actuellement, le montage
juridique et le montage financier nous poussent plutôt à être systématiquement dans de l'habitat social, parce que sous les plafonds de revenus pour le logement PLS par exemple. Et on le voit à Lyon avec le Cairn ou avec d'autres solutions où finalement tout a été conventionné pour le logement social, le moins social. Et dans la réalité, les personnes qui rentrent dans les biens sont des gens qui en fait sont éligibles à des logements beaucoup plus sociaux et payent des loyers beaucoup plus bas parce qu'il y avait cette envie des habitants et ce montage juridique qui faisait qu'on avait autre chose que uniquement des cadres. Et donc on a une diversité qui se retrouve dans la cage d'escalier. Merci. Monsieur Damez, à vous. C'est en fait une grosse crainte qu'on avait quand on a porté le projet. Aujourd'hui, notre crainte, elle existe encore, puisque la construction n'est pas encore faite sur le projet principal d'une trentaine de logements. Faire vivre cette structure au milieu d'une zone pavillonnaire, c'est vraiment en plus un peu une révolution pour les habitants autour qui avaient le sentiment d'être dans une zone complètement rurale et qui ne se sont pas rendus compte que ça évolue. En tout cas, je crains quand même, et en tout cas avoir des expériences de sortir de cette notion on est bien entre nous, comment faire vivre. Alors je sais que les habitants sont, en tout cas, y réfléchissent, on nous ont déjà dit, mais on va créer des lieux où d'autres personnes pourront venir, mais on fera des animations aussi. Mais la difficulté, c'est est-ce que eux vont vraiment s'intégrer aussi dans la vie locale. En tout cas, c'est vraiment notre crainte, notre inquiétude. Le deuxième point, c'était sur la bienveillance. La période du Covid ne facilite pas les choses en ce moment. En tout cas, nous, on a des situations d'agressivité qu'on n'a jamais vues dans une commune de 3000 habitants, jamais. La difficulté aussi des riverains de ce projet qui sont inquiets. Les habitants, en tout cas, qui ont créé le projet, qui portent le projet, sont allés les voir, les ont relancés, mais l'inquiétude existe encore. En tout cas, il y a un enjeu en effet essentiel sur comment ne pas créer cet îlot de bonheur qui ne servira à rien et qui va exploser et s'y rester tout seul. En tout cas, moi, comme élu, ça m'est vraiment essentiel de créer un peu cette unité et je ne suis pas sûr qu'on y arrive encore. En tout cas, c'est un enjeu du moment. Un enjeu encore à conquérir. On a le temps pour des questions de la salle. Madame ? Odile Jacquemin, architecte d'une association de sensibilisation à l'habitat participatif, Maltaï. Je voulais rebondir sur ce que disait Alain Youn en termes de comment ça transforme la ville. Et on voyait comment on est surtout dans une table ronde qui concerne peut-être plus des professionnels. Certes, il y a les bailleurs, il y a les architectes, il y a les promoteurs. Mais ça serait bien quand même de ne pas oublier comment l'habitat participatif peut transformer la ville en pensant aux compétences habitantes. Alors, c'est peut-être pas effectivement le centre de cette... Mais c'est extrêmement important. Parce que si on ne pense pas que les premiers acteurs de la transformation de la ville, ça va être les habitants qui habitent dans l'habitat participatif, les enfants qui grandissent en habitat participatif et qui vont donc devenir des citoyens par entière. Et c'est l'apprentissage et l'exercice de cette citoyenneté qui en font, à mon avis, aussi... Enfin voilà, il ne faudrait pas les oublier. J'en profite pour juste dire, vous avez des petites cartes comme ça qui sont posées. On vient de terminer un projet Erasmus qui a duré 30 mois sur coopérative, comment vivre ensemble autrement demain. Il y a eu une enquête. Aucun enfant de l'école primaire n'a jamais entendu le mot habitat participatif. Peut-être ceux qui y habitent, bien sûr. Donc là, on n'a peut-être pas des élus de département, des élus de région, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, au niveau des compétences des communes, si on pouvait faire en sorte que dans toutes les écoles primaires, il y ait quelque chose. Alors je sais bien qu'à Strasbourg, il y a Écoquartier Strasbourg qui développe, qui fait des activités, et il doit y avoir des choses aussi à Lyon, etc. Mais il faudrait qu'à la base, vraiment dans toutes les écoles, on puisse... voilà. Donc voilà, c'est un des ateliers qu'on ouvre samedi matin, c'est réfléchir à comment on en parle aux plus jeunes, comment on en parle dans les écoles, comment... Voilà. Ça me semble quand même aussi essentiel comme possibilité pour transformer la ville. Merci pour ce témoignage. Une question là-haut.
Merci pour vos apports, c'est nourrissant d'espoir. Et il y a juste un truc, j'aurais envie de faire une sorte d'exercice de renverser la charge de la preuve un petit peu, où vous dites que vous avez peur de ces îlots de plaisir ou de joie qui pourraient se créer. Et en fait, disons que j'entends des craintes et des peurs, mais j'aurais envie de dire, comme si vous attendez la preuve que ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez la preuve que c'est le cas, qu'il y a des endroits où des gens se mettent à créer justement des habitats participatifs et que ça devient des endroits où les gens se referment et ne nourrissent pas l'écosystème territorial autour. Est-ce qu'il y a des preuves de l'inverse, en fait, d'avoir raison d'avoir peur? Je ne sais pas si j'ai... Alors, j'ai ramené un document qu'on avait fait à Strasbourg il y a 5 ans maintenant. Il y a 15 projets habités à Strasbourg. Il y en a 30 en cours, donc 15 ou 17 qui sont habités. Et donc régulièrement, on essaie quand même de faire un peu de tour, parce qu'il y a aussi, je dirais, quand on est élu, quand on est technicien, il y a un attachement particulier à ces projets-là, parce que quand je dis c'est de la vraie vie, oui, Vinci, c'est pas de la vraie vie, là il y a de la vraie vie, enfin c'est une autre vie, pardon. Je pense que tous ceux qu'on a été voir, effectivement, ils transcendent des groupes. Un bout de « on est content d'avoir fait cette aventure » et quand je dis une certaine joie de vivre, c'est peut-être un peu naïf que de dire ça comme ça, mais de temps en temps, on a aussi le droit de dire qu'on est heureux là où on est. Mais donc, dans tous les groupes, il y a cette démarche-là. Il y a un groupe qui existe maintenant, qui est habité depuis 10 ans, hein, donc voilà, il y a déjà un peu de... mais il y a quand même un constat qui se fait, mais ça, c'est la vie, c'est notre vie. C'est qu'il y a des groupes qui... je dirais qu'ils s'ouvrent, qui sont ouverts, qui génèrent de la dynamique, et puis d'autres pour des raisons humaines, personnelles, qui, pour des raisons d'âge, pour des raisons de personnalité, pour des raisons de démarche collective, mais sont plus repliés sur elles-mêmes. Mais je pense qu'il faut le dire, c'est la vie. C'est notre vie aussi. Voilà. Et je pense que c'est important, mais c'est vrai que je suis moins pessimiste que ce que je disais avant. Il y a quand même, sur une grande majorité de ces projets, un impact sur le quartier. Hein, quand on prend l'école, les associations de parents d'élèves, quand on prend comment a été créée l'association de quartier, j'en ai au moins 2 en tête, où effectivement, c'est ceux qui sont arrivés via l'habitat participatif qui ont créé cette dynamique-là. Et donc, je crois qu'il ne faut pas seulement garder espoir, mais dire effectivement que le terreau de l'habitat participatif est intéressant pour transformer un certain nombre de choses aux alentours. Mais là où je suis plus interrogatif, c'est la capacité à changer la donne sur un certain nombre de grands groupes de l'immobilier. Hein. Dire cela, à la limite, ils mettent 5 mètres carrés de photovoltaïque sur le toit et puis ils sont écolos. Hein. Enfin, ce n'est pas une question d'être écolo ou pas, mais je dirais ils se contentent de ça. Donc, mais je pense que quand je dis notre responsabilité, alors à la fois en tant qu'élu, mais pas seulement, c'est de se dire comment on fait à un moment où la cohabitation, la densité, tout ça, c'est des choses qui crispent, qui font peur, qui font encore plus depuis 1 an. Et donc comment, sauf alors d'être partisan de l'étalement urbain, on sait aussi toutes les conséquences que ça a, c'est-à-dire comment on fait, y compris qu'à travers l'habitat participatif, on rend nos villes désirables. Oui. Alors, Monsieur Damez ou... Oui, Monsieur Damez, Monsieur Singer ensuite. Allez-y. Simplement, on est un peu des Indiens dans le monde des élus. Parler d'habitat participatif sur le Tarn, là où je suis, c'est un sujet complètement qui n'est absolument pas dans l'esprit. Or, quelques personnes un petit peu marginales. Donc, c'est des sujets dont je me dis que votre structure doit pouvoir aider, en tout cas les structures d'élus, à le faire avancer. En tout cas, il y a un manque réel aujourd'hui. On ne sait pas ce que c'est. Et en tout cas, pour nous, si on n'avait pas eu la structure du col pour nous aider, jamais ça n'aurait été au bout. Donc, je crois vraiment qu'il faut s'appuyer sur ce genre de structures coopératives qui sont importantes et qui peuvent que nous aider. En tout cas, je redis, j'ai vraiment souvent l'impression d'être un Indien. On me dit, tiens, oui, c'est bien, tu pourrais m'en parler. Mais lorsque on a refait notre PLH, par le cadre de l'habitat,
Ça fait partie des sujets que j'avais abordés, mais qui étaient vraiment, je vous dis, des sujets qui étaient en dehors de toutes les réflexions de nos élus aujourd'hui. Merci. Monsieur Michaud. Moi, par rapport à la question qui est posée sur est-ce qu'on a envie ou pas de voir apparaître des îlots de bonheur dans sa ville, enfin, pour le coup, c'est sûr qu'en tant qu'élu, moi j'espère que tout le monde arrive à se sentir bien dans ses baskets à Lyon et à ce titre-là, se dire que pour être bien, il faut qu'on ait une part d'intime, il faut qu'on ait une part d'intimité et que le logement, au sein du logement coopératif ou participatif, il y ait des endroits où on puisse fermer sa porte et puis dire merde aux voisins parce qu'il y a des jours où on n'a plus envie de les voir. Mais inversement, le fait qu'on soit bien dans son immeuble et qu'on soit plutôt content d'habiter et content de savoir que ces gamins sont gardés par les voisins et que les enfants se connaissent bien entre eux, pour moi, c'est une condition préalable à ce qu'on soit prêt derrière à s'ouvrir à la ville. Et puisqu'on est content de vivre avec ses voisins, ben, on est en mesure d'aller à l'écoute et d'aller vers les parents de l'école, d'aller vers les membres de l'association d'animation locale. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un préalable. Et cet îlot de bonheur, pour moi, c'est un préalable à l'envie de vivre en ville. C'est de dire, j'ai mon intimité, ça se passe bien. J'ai même une sorte de strate, j'ai une enveloppe autour de mon intimité qui est cet habitat, ces lieux collectifs où je me sens également bien, et ça me donne envie du coup de sortir et d'aller vers l'inconnu, d'aller vers l'étranger, d'aller vers les gens qui habitent la ville et que je ne connais pas. Stéphane Singer. Ouais, il y a un philosophe qui a dit l'innovation, au début, tout le monde s'en moque, ensuite elle est attaquée et enfin tout le monde fait pareil. L'habitat participatif est récent quand même. Bon, il y avait le mouvement des années 80, les 68 arts, ça s'est arrêté malheureusement, donc on reprend tout ça à partir de 2005. Il faut le voir pour le croire. Et je pense que déjà, il faut noter, ça ne peut pas être pire que ce qui est habituel. Parce que qu'est-ce que c'est un lotissement de 15 logements individuels? C'est la promesse de 15 bulles de bonheur individuel. Et ces 15 bulles, une fois sur je ne sais pas combien, se tournent en tragédie puisque vous êtes enfin chez vous, chez moi et à moi, et je suis aussi seul avec tous mes problèmes. Je suis aussi seul avec tous mes problèmes, précarité, confinement, vous avez tout vu comment ça s'est passé. Et le niveau de sentiment de solitude, d'isolement a explosé. Les antidépresseurs, ça se vend comme des petits pains, mieux presque encore que le logement en Pinel. Donc, l'habitat participatif est là peut-être pour revenir aussi à cette question, pour qui? Évidemment, au plus grand nombre, le mieux c'est, à tous, si c'est possible, mais gardons quand même en viseur que c'est une expérience à vivre. Une expérience à vivre individuelle, collective. Et cette expérience collective, ça passe par des choix à faire. S'il n'y a pas de choix à faire, si tout est réglé dès le départ, comme certains promoteurs aujourd'hui le font, ils disent, voilà, habitat, bon, peut-être pas ces termes-là, mais ils font une salle commune, ils font un potager à la place de la pelouse, et ils mettent un animateur dedans, et ils disent, voilà le bonheur, et on s'inspire de l'habitat participatif. Voilà, là, personne ne vivra une expérience. Ce sera juste un produit, on peut améliorer avec des options en plus. Mais ça ne va rien changer en termes de gestion de la copro, pratiquement. Donc, gardons quand même en tête ensemble, tous ceux qui plaident ou qui s'engagent dans l'habitat participatif, de garantir cette expérience à vivre qui transforme les personnes qui l'ont vécu. Et ça, je pense que tout le monde peut le constater. Ceux qui ont vécu cette histoire, ils ne sortent pas de la même façon. Ils sont différents de la manière dont ils sont rentrés dans le projet. Et c'est là où la transformation de la société commence réellement aussi. Monsieur Michaud. Moi, je ne suis pas d'accord, donc je veux bien un complément, parce que je veux bien qu'on oppose frontalement les méchants promoteurs avec les gentils de l'habitat participatif, mais finalement, on n'est pas obligé de vivre l'expérience totale pour arriver... Enfin, finalement, quand un promoteur joue le jeu de trouver des espaces communs et de rendre des expériences communes possibles, pour moi, c'est déjà... Enfin, il faut déjà saluer la démarche. Et c'est déjà un effort... Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'on avoir des lieux communs et des espaces... Enfin, avoir un escalier qui donne envie de prendre l'escalier, rien que ça. Et de se dire que sur le palier, je vais pouvoir rencontrer mes voisins, plutôt que de se dire on est tous sur un ascenseur et on ne voit personne, on est extrêmement cloisonné. Enfin, je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à saluer la qualité de certaines opérations. Enfin, nous, on passe avec les services, on passe un temps dingue en préalable au dépôt des permis, à essayer de rouvrir des espaces communs. C'est des braves promoteurs, ils vendent au prix du marché, il n'y a pas grand-chose à en tirer, mais par contre, au moins,
on a des espaces communs et ça ouvre le champ des possibles. Et il faut au moins le reconnaître qu'il y a des intermédiaires entre le Pinel et l'habitat participatif quand même. Parfait. Une question et après une question là-haut. Non, moi c'était un témoignage que je voulais porter. En fait, j'ai un témoignage positif et un témoignage plutôt négatif. Le plutôt négatif, c'est qu'effectivement notre groupe qui est à Valence, dont vous avez vu l'usine qu'on est en train de rénover, souhaite s'ouvrir à la ville, souhaite recevoir les gens de la ville. Et là, par contre, se profile devant nous, et là c'est l'architecte qui pourra répondre, un problème de coût, parce que du moment que vous recevez du public, vous rentrez dans un système de normes qui coûte quand même horriblement cher. Donc ça, il y a peut-être une démarche à voir si on ne peut pas gérer les choses différemment, parce que c'est vrai que c'est quand même en venant vivre au cœur de l'habitat participatif que vous comprenez la valeur de l'habitat participatif. Par contre, j'ai 2 expériences que je suis en train de vivre avec des municipalités qui, elles, ont des fonciers et veulent les ouvrir à l'habitat participatif, qui nous ont demandé en tant qu'AMO de les accompagner dans la démarche dont on est ensemble. Là, en fait, on a fait la démarche inverse. On a essayé d'imaginer comment intégrer l'habitat, et on est même arrivé à une démarche sur une petite ville, qui est une petite commune qui est du côté de Monceau-les-Mines, parce que le maire s'aperçoive qu'il avait un manque de place et a proposé un cofinancement des parties communes pour pouvoir faire jouer à la belote ses anciens, pour pouvoir amener son école de musique. Je pense qu'il faut vraiment qu'en tant qu'habitat participatif, et l'AMO, je suis désolé, je prêche pour ma paroisse, mais l'AMO, c'est un peu son rôle, c'est d'aller rencontrer les communes et d'aller dealer avec les communes. Il y a de quoi faire et l'intégration sera mieux. Et sur une autre ville où on travaille sur un projet, on est carrément en train d'imaginer d'avoir un animateur dans les mois avant l'arrivée de l'habitat participatif qui va rester 1 an à raison d'une journée par mois, pour essayer justement de créer ce lien et faire que cette intégration se fasse. Donc je crois qu'il y a un problème normatif, mais il y a aussi une volonté politique pour le faire. Bien. Merci. On va prendre les 2 dernières questions. Monsieur Michaud devra peut-être nous quitter et ensuite nous conclurons cette table ronde. Oui, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce qu'on raconte, c'est que le bâtiment, l'habitat participatif commence à avoir une influence en fait sur l'habitat standard, on va dire. Et ça m'intéresse par rapport à vous, bailleuses, et par rapport à vous, élus, de savoir l'influence que vous avez, par exemple, en tant qu'élu sur ça. Vous l'avez parce que le foncier vous appartient. Donc vous pouvez avoir une influence sur la personne à qui vous vendez. Mais comment vous faites quand ça sort quand le foncier ne vous appartient pas et que c'est du privé au privé? Est-ce que vous avez des outils pour avoir une influence sur justement ce qui va être construit? Puisque à partir du moment où un promoteur respecte le PLU, vous ne pouvez pas grand-chose si je ne me trompe pas. Et par rapport à vous, madame, est-ce que le fait de voir qu'en fait il y a des gens qui ont une demande, qui ont des exigences, qu'il y a un public pour une construction qui n'est pas standardisée, est-ce que ça influence au sein de la promotion l'envie de sortir un peu des chambres de 9 mètres carrés et des fenêtres en PVC? Alors, 2 questions. Monsieur Michaud d'abord sur la première. Oui. Je pense qu'il y a 2 réponses. Il y a d'abord l'attente des habitants. C'est-à-dire qu'à Lyon, la moitié des gens qui achètent, c'est des investisseurs. Ça, finalement, ils ne sont jamais venus à Lyon, ils n'auront jamais vu les produits, puisque pour eux, ce n'est pas un logement, c'est un produit. Et donc là, c'est une cause qui est un peu perdue. Après, il y a l'autre moitié qui est des habitants. Ça, par rapport à ça, les grands groupes nationaux se rendent compte qu'ils vendent quand même vachement mieux des espaces quand il y a des espaces communs larges, quand il y a un local vélo suffisant pour mettre un vélo pour tout le monde. Donc par rapport à ça, on voit qu'il y a aussi une prise de conscience grâce au confinement. Enfin, il faut bien finalement que le Covid ait servi à quelque chose. Il y a quand même une prise de conscience que quand on habite à un endroit, habiter, ça ne veut pas juste dire acheter un produit financier, ça veut dire aussi fonctionner. Donc ça, il y a une première partie de la réponse qui est que les grands groupes voient qu'ils vendent mieux, qu'ils vendent plus vite des trucs qui sont quand même un peu pensés avec des espaces communs et des envies des voisins de se parler. Après, à Lyon, ça fait 12 mois qu'on était en train de négocier et qu'on a réussi à aboutir sur cette charte de la qualité de la construction à Lyon qui a été négociée avec les promoteurs, avec les bailleurs sociaux, avec les architectes, avec tous les acteurs de la promotion et dans laquelle on a souligné ce besoin d'espaces communs généreux et souligné encore une fois des processus de qualité qui font qu'avant que les permis soient déposés, les promoteurs, les bailleurs sociaux, les porteurs de projets viennent nous voir et nous disent voilà comment est-ce qu'on a vu le projet, voilà comment on a compris le site et voilà comment est-ce qu'on répond à cette exigence de charte que notre fédération, que notre syndicat, que notre groupement a signé par ailleurs. Donc on respecte ça et à ce titre-là, on a une capacité d'améliorer des projets entre privés, entre un vendeur privé, un promoteur privé et des acquéreurs qui seront des particuliers pour tirer vers le haut cette envie de vivre ensemble et ces lieux qui permettent de vivre ensemble.
Ça, c'est les deux réponses que j'ai, c'est le marché et cette charte de la qualité qui est téléchargeable sur le site de la ville si vous le souhaitez. Bien. Chaque bâtiment participe à la transition écologique de Lyon, et notamment via ce besoin d'espaces communs et d'espaces de pleine terre et d'espaces plantés. Merci. Et on arrive à la fin de la table ronde. Peut-être un mot de M. Damez, une réponse. Et je suis désolé, on s'arrêtera. La situation est complètement différente. Dans les petites communes, lorsqu'on a des terrains qui se vendent, on le sait, en tout cas, c'est clair. Ça veut dire qu'un promoteur n'ira jamais acheter un terrain sans avoir vu la commune avant. Et ils se rendent bien compte si on va faciliter ou pas le projet. En tout cas, ça ne se passe pas comme ça. Donc clairement, sur les deux projets qui se sont faits, ils avaient d'autres propositions, et les propositions ont pas été retenues parce que nous, on a dit on soutiendra ce projet parce que c'est intéressant. Merci. Alors, une réponse de Claire Macquart. Très rapidement, oui, ça nous permet d'évoluer nos... alors, on n'évolue pas nos procédures on n'évolue pas sur nos procédures. Par contre, on réfléchit. En parallèle, on avait fait une étude sur les usages. Après, quand on est en locatif social, c'est pas la même chose qu'on est en accession. Il faut savoir que chez un bailleur aujourd'hui, alors ça dépend des bailleurs, mais il y a beaucoup de VFA. Et donc en VFA, on n'a pas notre mot à dire. C'est beaucoup plus compliqué. Donc les questions du foncier. Quand on est en maîtrise d'ouvrage direct, on a des logements qui ne sont pas du tout les mêmes. Et on a toute la problématique de la gestion derrière. Donc quand vous dites fenêtre PVC, bon, c'est un sujet. Mais après, demain, plus on a du foncier, plus on arrivera, nous, à faire des projets plus qualitatifs. Pour Erilia, on est à 60-40, 60% de VFA. Donc le sujet, pour moi, en tant que bailleur, il est réellement là, en fait. Merci. Monsieur Youn, je vous confie le mot de la fin pour respecter notre horaire. Merci. Juste donner l'exemple de ce qu'a permis de faire l'habitat participatif, en tout cas je parle pour Strasbourg, c'est parce qu'il y a eu les avancées de l'habitat participatif, notamment sur la construction durable, j'utilise ce terme-là. On a mis 2 ans et demi à faire une négociation avec les promoteurs, la FFB, la FPI, les bailleurs sociaux, etc., pour arriver à une charte qui a été signée par tous et qui aujourd'hui est la règle. C'est-à-dire, alors moi, c'est vrai que c'est pratique quand on est adjoint à l'urbanisme, on signe ou on ne signe pas. Alors il y a le PLU, mais il y a aussi la négociation. Dire, il faut user de la négociation. Et par rapport à ce que vous disiez sur Coufouleux, il y a des maires, quand les promoteurs vont les voir, ont des exigences, puis il y en a d'autres qui n'en ont pas. Je vois ça au niveau d'une intercommunalité. Donc c'est aussi, il y a la règle, et puis il y a les exigences que l'on peut avoir. Mais quand je dis j'ai beaucoup d'espoir sur la capacité de l'habitat participatif, c'est bien parce qu'à l'aune de ce qu'on a fait, c'est ça qui a permis aussi de se dire, voilà, le compteur, enfin, on peut mettre le créneau à ce niveau-là parce que c'est de l'ordre du possible et c'est pas seulement une illusion écolo, idéologique, etc. Je pense que c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est notre capacité à travers l'habitat participatif, c'est notre capacité à imposer un certain nombre de règles, mais qui sont à la fois un peu utopiques, mais surtout qui sont réalisables. Très bien. Je vous remercie tous. Nous devons respecter l'horaire. Merci aux intervenants de tout ce que vous nous avez présenté. Merci, Monsieur Damez, à distance. Merci au public de vos questions, de votre attention, de ceux qui étaient là et de ceux qui étaient derrière leur écran. Et vous êtes invités à rejoindre la table ronde plénière à 16h15 dans l'amphithéâtre Mérieux.
distance. On continue.